Salut les potos, on a récemment beaucoup parlé de longévité des vélos, notamment en carbone. Eh bien, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ma vieille beauté que je vais tenter de rénover dans cet épisode. Alors préparez vos conseils et vos notes si vous avez aussi un vélo à rénover. Soyons clairs, quand on a une machine vieille de 15 ans, il n'est pas toujours évident de trouver des pièces détachées, bien que vous allez voir que pour mon vieux look de 2008, j'ai réussi à dénicher quelques pièces assez intéressantes. C'est notamment en voyant que Bicycle, qui est leader européen de la vente d'occasion sur le marché des vélos, se mettait à faire des pièces détachées que j'ai eu l'idée de fouiner et j'ai trouvé quelques éléments intéressants. Je vais vous donner mes conseils et mes idées et j'attends de vous que vous me partagiez en commentaire les vôtres et ce que je devrais faire de cette machine, totalement la transformer ou bien la rénover comme neuve à l'origine. C'est à vous de me dire, je dois dire que mon cœur balance parce qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à moi. En attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur le lien en description puisque j'ai ma page chez Bicycle, puisqu'en tant que partenaire de la chaîne, ils ont l'amabilité de nous offrir quelques petites ristournes. Donc n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à vendre ou à acheter, à faire un tour par le lien, vous y gagnerez. Donc je débute en vous présentant ma machine, ce fameux look KG 565 année 2008 qui fut ma dernière machine de course en élite avec le GSC Blagnac. C'était à l'origine mon vélo numéro 1 et j'ai subi une grosse chute lors de la première étape de la ronde de l'Isère cette année-là et j'ai brisé notamment la fourche avant. Vous aurez peut-être reconnu que ce n'est pas la fourche originale puisqu'elle était blanche comme le cadre et elle a été remplacée. Ce vélo est donc devenu mon mulet et j'ai fait un léger mix entre le mulet de départ et mon vélo numéro 1. C'est pourquoi on retrouve un mélange entre un groupe Shimano Dura-Ace de l'époque, donc évidemment mécanique 10 vitesses, et un petit peu d'Ultegra par-ci par-là puisque le mulet était monté en Ultegra et le vélo de course en Dura-Ace, donc notamment les freins à patins évidemment sont Ultegra alors qu'une grande partie du reste du groupe est en Dura-Ace. À noter la durabilité les potos puisqu'on parle d'un vélo qui a plus de 15 ans et il fonctionne encore. Si vous me suivez régulièrement, vous m'aurez vu rouler avec quasiment tous les ans. Je fais ma petite sortie anniversaire avec ce vélo. Évidemment, j'ai toujours entretenu le minimum, c'est-à-dire la transmission et la câblerie. Sinon, on note également des roues qui ont marqué une époque, les fameuses Mavic Xerium. C'était les roues les plus polyvalentes avant l'avènement des roues en carbone, clairement, des roues en aluminium, qui avait cet avantage aussi d'avoir une bande de freinage en aluminium. Pour les freins à patins, c'était quand même un peu plus sécure. Aujourd'hui, on se pose moins la question, mais c'est vrai qu'ensuite, avec les roues en carbone, il y a eu la phase entre deux avec les cerclages en aluminium sur le carbone et puis les patins qui freinaient directement sur le carbone. On en parlera plus tard au moment où je vais vous donner quelques options pour rénover ce vélo. D'ailleurs, on va y passer et je vais commencer par me poser la question de remplacer ce cintre et cette potence qui sont clairement les éléments les plus abîmés du vélo. Alors heureusement pour moi, il ne s'agissait pas de vrai carbone. C'était à l'époque du faux carbone, donc de l'aluminium recouvert par cette déco imitation carbone, un petit peu tuning j'avoue, mais quand c'était neuf, c'était beau et ça donnait l'impression que c'était du vrai. En tout cas, l'illusion était parfaite et la fiabilité de l'aluminium sur ses composants n'est pas à remettre en cause. Donc peu de risque de casse, mais c'est vrai qu'esthétiquement, c'est pas terrible et surtout, cela me permettrait de passer à un cintre un peu plus étroit, un peu plus moderne, sans pour autant, évidemment, avoir un cockpit intégré, ce qui est compliqué lorsqu'on parle d'un groupe mécanique de ces années-là. J'ai commencé à fouiner un peu chez Bicycle et voilà ce que j'ai trouvé avec la contrainte de garder une potence relativement longue, puisque j'ai une potence en 140 mm sur ce cadre-là. Si je veux rester dans le même état d'esprit, j'ai par exemple cette ITM Millennium en aluminium qui me semble tout à fait appropriée à ce vélo. En plus, elle est discrète et elle pourrait me permettre de combiner à n'importe quel type de cintre. Mais quitte à changer, je me dis autant passer au carbone et améliorer un petit peu cette machine. Et j'ai trouvé cette potence d'EDA carbone. Clairement plutôt mon choix puisqu'elle me permettrait d'upgrader un peu cette machine et de gagner
quelques grammes au passage. Question, est-ce qu'elle sera aussi durable que ma vieille potence? Eh bien, pourquoi pas, hein, on pourrait se dire que oui, puisque regardez, le cadre est en carbone et il est toujours là et il fait toujours son boulot. Évidemment, il va me falloir un cintre pour aller avec cette potence et quitte à être parti sur une potence carbone, eh bien, le cintre doit aller avec. Et là, j'ai trouvé un cintre qui peut faire débat, hein, parce qu'on aime ou on n'aime pas, mais ce modèle de chez Sinelli, le Neo Carbo à 100 €, je pense que je peux même le négocier un peu à mon avis. En tout cas, il est beau, il a un petit côté aéro, une petite pointe de modernité et il serait un peu plus étroit que mon cintre en 44 cm de largeur de l'époque. Et oui, c'était une autre époque et une autre mode. Vous remarquerez aussi mes longues manivelles en 175 mm. Et oui, je fais 1m84 et à l'époque, c'était ce qu'on te préconisait, les poteaux. Un autre équipement qui mériterait un lifting, et elle a bien servi elle aussi, c'est ma Fizik Arion de l'époque, avec finition scotch, qui a fait son temps, mais d'origine, s'il vous plaît. Et oui, elle aussi a 15 ans, donc bravo à Fizik pour avoir fait des produits aussi durables, parce que, je veux voir dans 15 ans si nos selles actuelles, elles seront toujours fonctionnelles. En tout cas, voilà, je me suis tellement habitué aujourd'hui à avoir des selles plus courtes, évidées, qu'il est clair que je vais passer sur un modèle plus moderne. Tant pis pour conserver une selle de l'époque, en tout cas quand tu es assis dessus, de toute façon on ne la voit pas. Donc là, l'embarras du choix sur Bicycle, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets, de la selle imprimée en 3D à la selle premier prix. Je pense partir plutôt sur une SLR de chez Selle Italia, Boost, qui correspond plus ou moins à mon utilisation au quotidien. J'en ai quelques-unes sur différents de mes vélos. Donc voilà, et puis en termes de budget, ça reste relativement équilibré, pas forcément la plus chère, ni la plus économique non plus. D'ailleurs, dites-moi, vous êtes plutôt quel type de selle et ce qui vous convient le mieux. C'est toujours très personnel et très compliqué au début, il faut en passer par des tests. Voilà. Et puis au cas où, si vous ne trouvez pas votre bonheur, souvenez-vous que vous pouvez aussi vous faire une selle sur mesure. Je vous mets en suggestion la vidéo, j'avais testé ça et je l'utilise encore sur mon vélo de gravel. Je referme la parenthèse, je passe à un point qui est pour moi un vrai débat. Il s'agit des roues. Parce que non, je ne vais pas changer de groupe, je suis très content de mon Dura-Ace et j'aimerais le conserver tel quel, même si je vais peut-être aller donner un petit lifting au poignet, notamment changer les caches en plastique, voilà. Mais les roues, en l'occurrence, eh bien, c'est un vrai budget pour un vélo qui est coté aujourd'hui à un peu plus de 500 €. Est-ce que je dois partir sur des roues à 1000 € par exemple? J'ai trouvé ces Campagnolo WTO à un peu plus de 1000 €, qui représentent à elles seules le double finalement de la valeur de mon vélo en l'état. Mais c'est vrai qu'elles apporteraient un vrai plus et changeraient totalement le comportement de cette machine. Maintenant, je suis pas trop pour le mix Campa et Shimano, donc étant Endurace, j'ai été chercher un peu plus loin et en fouillant sur Bicycle, j'ai trouvé par exemple ces paires de Xerium comme un peu curiosité si jamais j'en veux une paire de rechange, mais bon, c'est pas trop l'idée, mais surtout, j'ai trouvé plusieurs paires d'une autre marque qui a marqué cette génération-là et cette époque-là, des lightweight Obermeyer. Alors là, c'est clairement un gros upgrade si je me lance là-dedans, là aussi pour un peu plus de 1000 €, avec évidemment à l'époque le tubeless n'existait pas, des bons vieux boyaux et une jante qui accueille un freinage patin traditionnel, donc il va falloir prévoir aussi des patins adaptés au carbone. Des roues qui forcément, avec le temps, vont se dégrader sur la bande de freinage. Si à l'époque on vous disait que non, 15 ans après, on peut se douter qu'à force de freiner sur du carbone, il y a un petit peu de matière qui va s'en aller. Donc il faut bien vérifier l'état de celle-ci. L'avantage de Bicycle, c'est qu'il vous assure le produit. Donc s'il n'est pas dans l'état conforme à la description, vous pouvez le renvoyer sans frais. Donc si vous vous lancez là-dedans, ça peut être une très bonne affaire parce que les roues à patins aujourd'hui coûtent beaucoup moins cher que leur prix d'origine étant donné la mode du disque et pour autant elles peuvent vous offrir des prestations dignes des plus beaux vélos sur le marché du neuf. Clairement, souvenez-vous que Pogacar jusqu'à il y a 4-5 ans, il gagnait le Tour sur un vélo à patins. Donc mon vélo, même si lui n'a pas 4-5 ans mais il en a plutôt 15, pourrait totalement être transformé avec ces roues-là et on s'approcherait clairement du poids UCI à mon avis avec toutes ces modifications-là. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que c'est un cap que vous passeriez pour un si vieux vélo ou vous le garderiez comme mulet avec ces bonnes vieilles Xerium ?
Pour aller plus loin, je vous ai dit que je ne souhaitais pas toucher au groupe. D'ailleurs, il est en très bon état. C'est certainement ce qui a été le mieux conservé sur mon vélo. Regardez ce magnifique dérailleur arrière où le logo du race est encore visible. J'en connais un paquet parmi vous, moi y compris, qui ont déjà des logos qui ont disparu sur les nouveaux groupes, sans citer de marque. Bref, tout ça pour dire que je peux quand même l'améliorer un peu. On a parlé notamment des manivelles en 175 qui pourraient faire l'objet d'un changement. Pourquoi pas, si je trouve un pédalier avec des manivelles un peu plus courtes, le changer, mais là l'idée sera de rester dans un budget restreint, on verra, mais surtout ce que j'aimerais bien faire évoluer, et là ça dépendra aussi si j'achète une paire de roues annexes ou pas, c'est la cassette, mais là on est assez limité avec le groupe de l'époque, on peut aller jusqu'à du 25 à l'arrière, et en général l'avant c'était un double plateau en 53-39, donc forcément par rapport au braquet moderne, c'est quand même un peu limitant. Donc là aussi, il faut se pencher un peu sur l'adaptabilité peut-être de cassettes VTT de l'époque. Donc n'hésitez pas si vous avez des conseils là-dessus, si vous savez ce qui est compatible avec du Shimano 10 vitesses. Là, je vais peut-être me pencher dessus pour voir ce que je pourrais adapter pour avoir un peu plus de denture à l'arrière dans le futur. Enfin les potos, eh bien la vraie question elle est philosophique. Est-ce que je dois rénover ce vélo comme je vous l'ai dit en intro, à savoir le relifter pour qu'il se rapproche le plus possible du modèle original, auquel cas eh bien, je vais peut-être contacter Look pour savoir s'il me retrouve une fourche d'origine et peut-être par touche améliorer légèrement, réduire un peu la largeur du cintre, améliorer la selle, etc. Ou bien totalement le customiser avec eh bien, une originalité sans limite, pourquoi pas y monter des Spinergy, tiens, qui étaient aussi des roues qui ont marqué cette époque et qui ont ensuite été interdites par l'UCI, mais vous avez compris que le but n'est pas forcément de faire des compétitions avec. Je pourrais même aller jusqu'à y monter un cintre plat par exemple, mais là ça voudrait dire aussi changer de groupe. Je pourrais aller jusqu'à mettre une tige de selle télescopique, tiens, ça pourrait être quelque chose qui va l'alourdir un peu mais pourrait le rendre encore plus joueur. Voilà, dites-moi en commentaire dans quel team vous êtes, plutôt relifting d'origine ou customisation sans limite, à voir. Et puis eh bien, une fois que tout sera fait, il faudra peut-être se poser la question aussi de lui faire une petite peinture perso, et là aussi s'appliquent les deux voies, soit je la refais à l'identique, soit je pars sur quelque chose de totalement déjanté. Donc dites-moi en commentaire quelles sont vos suggestions. De vos commentaires dépendra la suite et certainement un nouvel épisode dans lequel je vous apporterai la réponse en images. Et puis n'hésitez pas aussi à partager vos projets de rénovation et aller faire un tour du côté de chez Bicycle si vous avez besoin de pièces détachées. Et si vous avez une fourche Look KG 565, mettez-la en vente, il y a de fortes chances que je sois intéressé. Allez les potos, à très bientôt, commentez, partagez, on se retrouve pour une nouvelle pause café.